sortir des stéréotypes qu'il y a pu avoir dans la bande dessinée franco-belge, qui ont normalisé une figure du héros et parfois un peu de l'héroïne, mais il y en avait très peu. Hem, c'est pas pour jeter du discrédit sur cette époque, ça vient aussi, des patrons de presse, des journaux, qui étaient relativement catholiques et conservateurs et aussi la peur de tomber sous le coup de la loi, pour la protection de la jeunesse de 1949. Donc du coup, c'est vrai qu'on a une norme, voire une asexualisation, des héros, incarnés notamment par Tintin ou Black et Mortimer, qui sont toujours des figures, extrêmement vendeurs de bandes dessinées et qui créent parfois un doute sur leur, genre, leur sexualité, même leur identité, à quel point que certains délirent franchement et nous posent des questions comme: «Tintin serait-il une meuf?» C'est, Vincent Cespès qui pense qu'en fait, Hergé, nous présente un personnage, crypto-féminin, qui ne dit pas, qui elle est et donc c'est tout je pense c'est plus une blague, hein, que véritablement une philosophie, sérieuse. Ce qui est rigolo, c'est d'imaginer que Benoît Peters, grand, éditeur, biographe, d'Hergé, et auteur, lui répond en disant que la vision de la féminité de monsieur Cespedes me semble consternante. Tintin est quasi neutre selon moi. Il est un masque que lectrices et lecteurs peuvent enfiler à leur guise. Donc Peters, il enfile des masques de Tintin. C'est plutôt étonnant, mais c'est aussi une vision qu'on peut avoir. Et on en reparlera notamment sur la fanfiction qui s'amuse aussi énormément à détourner les figures connues pour leur créer une nouvelle dynamique amoureuse ou de genre. Non, on va parler véritablement de la bande dessinée plus moderne, celle, qui est aussi relayée par les médias, qu'ils soient généralistes ou plus spécialisés. Je pense à France Inter qui avait, consacré, une petite, capsule sur, 2 titres dont on reviendra, qui est La troisième personne et Girlfriend. Des magazines plus spécialisés comme Tétu qui proposent une bibliographie extrêmement bien choisie, de titres récents qui sont de super titres. Si vous n'avez pas lu ou si vous, posez la question, je sais pas, là, il y a vraiment, que du bon. Enfin, dans l'année, si vous les avez lus ou découverts, que ça soit le Claire Fauvel sur la découverte du corps et du désir, que ça soit les mythes, que ça soit un retour à la campagne. Ce qui est intéressant, notamment sur cette diapo, c'est qu'on voit aussi qu'il n'y a pas un seul langage graphique dans les bandes dessinées, LGBT. Il y a autant de sensibilités que, d'auteuristes différentes parce que chaque parcours, chaque identité est aussi différente. On n'est pas dans une bande dessinée qui soit normalisée. Il n'y a pas une manière, de décrire, justement, le genre et le parcours qu'on peut avoir, identitaire. C'est chaque artiste saisit aussi de la manière dont elle veut s'exprimer. Un prix aussi qui est décerné, aux bandes dessinées, c'est le prix Troisième sexe au festival de Colomiers qui récompense une bande dessinée, souvent audacieuse, alternative et notamment c'est Nikos Balboa qui a été récompensé pour Transformer, un ouvrage là aussi à la, lisière des genres entre bande dessinée, essai graphique, prose, bulle et on est véritablement dans la psyché de l'auteurice. On va faire un peu d'histoire, on va revenir sur des artistes ou des courants un peu emblématiques de la bande dessinée LGBT qui auraient pu inspirer. Je pense à un artiste assez, fondateur, c'est le Finnois Tom of Finland, dessinateur né dans les années 20 et qui a continué à travailler jusque dans les années 80, qui est l'inventeur, d'une imagerie très forte dans les communautés, LGBT ou du moins qui est une seule tendance, une seule esthétique parmi beaucoup, beaucoup d'autres, mais qui est, voilà, le motard, le biker et donc Tom, quand il dessine, cette figure-là, c'est pas du tout pour imposer, une violence ou imposer des corps qui soient, hyper virils pour être destructeurs, mais plutôt lui, il a dit tout le long de sa carrière qu'il a essayé de faire de l'amour sous forme de bande dessinée et même si ces bandes dessinées ont été récupérées dans les milieux pornographiques, pour lui, l'idée, c'était avant tout de faire de l'art et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, évidemment, Tom of Finland est considéré comme un artiste, qu'on expose dans des musées ou qui est édité chez ta chaîne, mais c'est aussi une reconnaissance du dessin, de la volonté d'exprimer le corps, le désir d'une manière artistique et de faire sortir là aussi, de tout ce qui pouvait être parce que c'est un artiste qui, vous en doutez, hein, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, qui a connu, là aussi toute des courants de, ségrégation sur, sa sexualité, qui a beaucoup lutté lui-même contre, les images et qui a
fait reculer, un peu les stéréotypes. Alors c'est marrant parce que son imagerie, c'est celle qui va rester très longtemps, hein, des Village People à plein d'autres artistes, même aujourd'hui. Je ne sais pas, dans JoJo Bizarre Adventure, on retrouvait des personnages inspirés par Tom of Finland ou cette, hyper imagerie, il y en a notamment un artiste très emblématique, de la bande dessinée LGBT qui s'inspire un peu de Tom, mais on va dire qui mélange avec, je sais pas, un trait plus libre à la Bretécher. C'est bien sûr Ralph Koenig, qui l'auteur allemand, œuvre plutôt dans le comique et la particularité de Ralph Koenig édité chez Glénat, c'est aussi s'adresser à un public large. Il y a, je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a un super film sur Tom of Finland, qui était sorti et il y a aussi un documentaire sur Ralph Koenig, roi des BD, parce qu'évidemment Koenig en allemand veut dire, roi ou du moins ça s'écrit pas exactement pareil, mais c'est un jeu de mots phonétique et donc on retrouve voilà aussi ces personnages, très, cuir, mais pas que. Koenig, il essaye de faire quelque chose de très, très, universel dans son approche de l'humour, et ça se voit encore plus. Alors c'était aussi l'auteur qui a réalisé un Lucky Luke, Choco Boys, qui est un Lucky Luke, assez, étonnant, qui justement, alors moi, je vous avoue, hein, quand, Koenig a signé un Lucky Luke, j'avais peur qu'il écrase un peu sa sensibilité pour quelque chose de très neutre et non, c'est vraiment, Lucky Luke qui part, avec un cow-boy gay. Il y a un côté, bon, Brokeback Mountain, mais qui est assumé, qui est drôle, qui est filé. Il y a beaucoup d'humour, il y a, beaucoup d'inversions aussi des, dynamiques de séduction et de violence. Donc c'est un excellent album et un auteur bien sûr incontournable. Parmi les incontournables aussi dans les années 90, on a dit effectivement, c'est l'émergence de beaucoup d'éditeurs alternatifs indépendants et aussi d'une nouvelle sensibilité en bande dessinée. À Angoulême, il y a l'éditeur Ego Comics et chez Ego Comics, il y a un auteur assez incontournable, c'est Fabrice No qui présente le journal en 4 tomes, sur plusieurs années et c'est un travail autobiographique assez, fondamentale parce que, Fabrice, il raconte évidemment, il raconte plein de choses différentes. Il raconte qui il est et qui il est, ça a plusieurs dimensions. Il a effectivement, heu, il est homo. Il nous raconte aussi la difficulté d'être homo dans une petite ville de province. Il parle frontalement de ses passions, de l'art, de ses voyages, tout à un niveau d'égalité. Il y a pas un pan qui prend le pas par-dessus l'autre. Son traitement de la sexualité peut être frontal, mais il est pas là non plus pour choquer. Je vais même vous avouer quelque chose, il a une ambiance très particulière qui fait que notamment quand il raconte des rendez-vous un peu clandestins dans des parcs nocturnes d'Angoulême, il nous raconte la peur et on la sent précisément. Dans le journal, on sent effectivement, la peur de sortir, d'être soi-même et d'assumer et c'est quelque chose qui y rend très bien. Jamais la honte, mais la peur et c'est vraiment une différence. En plus, heu, Fabrice fait partie de ces artistes qui ont un dessin hyper réaliste, hyper travaillé, hyper technique et là aussi qui nous prouve qu'il n'y a pas une seule manière de se raconter et d'avoir là aussi un large spectre de possibilités. Il revient sur ces thématiques. Alors, après le journal, il a enchaîné plusieurs titres plutôt de fiction, notamment avec Denis Bachram et là, il est revenu avec, l'autobiographie dans, Le Dernier Sergent, publié chez Delcourt. Un autre auteur alternatif des années 90, au style graphique assez, personnel, c'est Alex Barbier, bien sûr. Alex Barbier, que ça soit avec les Lettres au maître V, volume 1 et 2, les pornographies d'une ville ou Lycaon, nous présente là aussi, une sexualité, alors, d'une manière non pas effrayante, non pas choquante, mais extrêmement trouble, moite et ça se voit à la manière dont son dessin n'est pas, forcément n'enferme pas les personnages, mais crée, justement ce flou entre, le décor, entre l'ambiance, entre les couleurs et nous donne une œuvre vraiment, Total Lire du Barbier. C'est littéralement se, plonger dans le, dans le sentiment, dans le ressenti, plus que dans, la description picturale. Bon, Alex Barbier, c'est un auteur aussi qui a été très souvent célébré à Angoulême et tout, donc on retrouve, notamment ses planches. C'est, vraiment un artiste assez incontournable. On remonte là des années 90, un peu plus vers les années 2000 avec, hem, 2 artistes états-uniens, là aussi indispensables. Howard Cruz qui fait partie des, pionniers de la bande dessinée, queer américain et qui est l'un des, des premiers là aussi à parler,
de l'histoire des identités aux États-Unis, en plus de sa propre histoire personnelle. Donc Cruz, hop, c'est à gauche. On voit son style graphique noir et blanc qui est assez symptomatique de la bande dessinée alternative américaine. Un style assez, crumbien, très inspiré par Robert Crumb et c'est marrant de voir que Alison Bechdel, qui est elle aussi une artiste incontournable, elle s'inspire plutôt de, Aline Kominsky, la femme de Crumb. Donc je trouve que c'est assez amusant de les mettre tous les 2 à côté, de voir justement cette différence graphique. Ils utilisent tous les 2 le noir et blanc. Souvent le noir et blanc aux États-Unis, c'est aussi pour une question d'impression, pour faire publier des fanzines, mais c'est aussi il y a un aspect, on en reviendra à certains autrices qui nous le disent que dessiner en noir et blanc directement, c'est faire preuve aussi de sincérité, c'est ne pas passer par la couleur, c'est ne pas passer, par des outils techniques qui permettent aussi une certaine vérité au trait. Mais chacun, ressent aussi cette manière de vouloir dessiner et de vouloir, exprimer sa sensibilité selon sa technique et ses envies. Par exemple, il y a un artiste, en France qui est très emblématique et qui utilise pas forcément le noir et blanc, c'est Jules Marot. Gilles Marot, il a une, multitude graphique et on en reviendra évidemment parce que, c'est notre invité, mais c'est une pluralité de genres et de dessins pour répondre à un sujet particulier. Une autre artiste, qu'on a reçue il y a 2 ans, c'est Lisa Mandel, évidemment, qui aussi, est, artiste, hem, presque sociologue aussi, de son époque, qui, avec Princess and Princess et surtout Super Rainbow nous présente donc des super-héroïnes, lesbiennes et elle joue énormément, avec une image qui fait que c'est lorsque ces 2 filles se galochent, elles ont des super pouvoirs et elles peuvent sauver le monde. Donc du coup, elle crée, comme quoi l'amour peut combattre la violence et on le voit donc c'est pour ça qu'il y a vous voyez au début là, ces 2, ces personnages qui hop là, explosent dans son dans un rainbow, et on en reviendra parce que, Lisa, vous savez, c'est aussi l'éditrice de L'Exemplaire, qui a lancé une collection romance queer, donc on en reviendra parce que Jules va signer aussi un ouvrage pour la collection et avec Lisa et Stéphane Witt, elles ont déjà sorti, plein cagnard. Donc on reviendra aussi sur ah ben non, on reviendra pas, on la revient de suite, parce qu'elle est là, la collection, pardon, romance queer. Donc vous savez, L'Exemplaire, c'est, une maison d'édition alternative qui a pu nous embêter pour nous libraires, ou pour nous bibliothécaires pour commander ces bouquins, mais ça va mieux. La situation a changé, et maintenant vous pouvez commander beaucoup plus facilement, des ouvrages de l'exemplaire. Donc ça, c'est, la promesse de la collection. Vous savez, c'est souvent par, crowdfunding. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit, camembert à droite, pour les contributeurs. A priori, tous les objectifs sont atteints, les ouvrages sont très attendus, des ouvrages, hem, je vous laisserai découvrir les auteurs. Il y a, là aussi des super artistes et du coup, j'ai vu que, il y a aussi une collection manga chez l'Exemplaire qui s'appelle Copy. Enfin manga, c'est plutôt des récits noirs et blancs dynamiques et notamment Médiéval Princesse par Juliette Cousin qui a droit donc, à une exposition. L'artiste est d'Angoulême et donc vous allez à la boutique éphémère d'art et d'artisanat, voir l'expo, la dédicace. C'est une sorte de Witcher queer médiéval, girlfriend. Et puisqu'on parle de bande dessinée de genre, là aussi c'est important de ne pas considérer la bande dessinée, LGBT comme un seul genre qui serait notamment ou l'autobiographie ou le documentaire, mais énormément de fiction, qu'elles soient réalistes, qu'elles soient des fictions de genre, qu'elles soient intégrées dans du polar, dans du médiéval, dans du super-héros et du super-héros pardon. Hem, il y a un super-héros qui est, très, très chouette, c'est celui de, Steven Appleby, Dragman, qui avait reçu là aussi le prix du jury et qui nous présente un super-héros qui les pouvoirs se déclarent lorsqu'il porte des barésilles et s'habille en femme et donc là, il devient Dragman et c'est évidemment une métaphore sur l'identité qui est très bien filée parce que, Dragman au début, maîtrise pas du tout ses pouvoirs, ne sait pas pourquoi, il a ça et puis c'est un cheminement de la pensée, qui est mis donc sous forme de super-héros. Alors c'est de la bande dessinée anglaise, il y a cette manière aussi de dessiner, typiquement, britannique et puis des super-héros queer.
il y en a. Pardon pour le jeu de mots tout pourri de Super Queeros. Mais en fait, j'ai créé le jeu de mots et je me suis rendu compte que j'étais pas le premier, puisque c'est carrément le nom d'une association, d'auteurs et d'autrices américains aussi qui travaillent dans le super-héros. Donc, c'est aussi un site. Ça m'a fait penser à des personnages qui parfois sont artificiellement, créés pour entrer dans une ligne, de super-héros, notamment chez Marvel. D'un coup, parfois, Marvel nous dit: «Ah beh, tiens, ce super-héros est gay». Et essaye de créer des événements un peu parfois artificiels. Alors, on va le voir aussi parfois dans la bande dessinée, dans les fictions, mais l'image des, personnes trans ou LGBT est parfois utilisée dans la fiction comme ce qu'on appelle un jeton, un token, c'est-à-dire, la personnalité qui est censée faire briller le héros ou qui donne une saveur à l'œuvre, mais qui est pas forcément sincèrement écrite, en pensant à ces personnes-là. Bon, ce qui est pas toujours le cas dans le super-héros, hein, notamment, chez DC, ou même chez Marvel. Maintenant, ils essaient de faire travailler de plus en plus d'auteurs eux-mêmes LGBT pour créer justement une justesse, une vérité dans l'identité et là aussi, on retrouve Jules, qui nous a fait un comics autour de Aqualad, un personnage secondaire de l'univers de Aquaman. D'ailleurs, il y a des personnages dans Boutonnant Jalousie qui lisent un comics, Aqualad. Je pense que ça doit être un clin d'œil, peut-être l'un par rapport à l'autre. D'autres personnages comme dans Batgirl ou Batwoman qui est un personnage, lesbien, Moonlighter et Apollo qui sont un couple dans la série Authority. Je vous ai épargné, tout ce qui est aussi détournement. Par exemple, dans la série The Boys, il y a un faux Batman qui viole son Robin, constamment et qui est dans cette imagerie, comme je vous ai dit, un peu de, violence et de clichés qu'on peut retrouver, pour soi-disant faire rire le public hétéro. Ce qui, beh, rétrospectivement, quand on le relit maintenant, c'est plus navrant qu'autre chose, mais il y a toujours cet effet, de relief et puisqu'on est aux États-Unis, et que ça y est, là, on est remonté dans les années 2000, une artiste emblématique et qui en plus nous a prouvé quelque chose, c'est qu'on peut s'adresser à la jeunesse, au public young. C'est bien sûr Tilly Walden. Là aussi, une pluralité graphique. Alors Tilly Walden, elle elle est très, très forte pour dessiner les purs. Elle crée énormément d'espace, entre ces personnages qui laissent, énormément aux lectrices, lecteurs la possibilité d'imaginer. Je trouve ça très, c'est des systèmes de dessin qui fonctionnent énormément et qui créent non pas un vide, mais au contraire qui remplit, heu, par, identification avec le personnage. Ces personnages on regarde souvent à côté, que ça soit dans Spinning et tout et donc du coup ça nous interroge. On dit: «Mais pourquoi elle regarde à côté? Vers où elle veut regarder?» et c'est, je trouve une artiste, qui travaille très, très bien ce sens de l'épure et de l'abstraction. Donc on est dans les années 2000 avec, des artistes, beh, quand même une société qui est beaucoup plus dans l'acceptation, des cultures et des sensibilités différentes. Après c'est un beaucoup plus évidemment relatif puisqu'on il y a toujours des plafonds de verre, il y a toujours, mais ça je garde un peu des questions pour le débat d'après, hein, pour voir, aussi je pense à des artistes aujourd'hui. Alors, j'en oublie plein, 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 plein. J'ai pas mis Myrion Mahe, j'ai pas mis, Hugo Barth, j'ai oublié plein de choses et vous allez m'aider, hein. À un moment, on fera aussi un échange et vous allez me rappeler, vos artistes coup de cœur. Moi, j'ai mis aussi, ce que j'ai lu, récemment et c'est vrai que l'œuvre de Quentin Zuiton qui commence avec Sous le lit, Toutes les princesses meurent après minuit, Salon de beauté, là aussi, traite, d'une manière, il traite à la fois le spleen adolescent à la fois, des questions de vie et de mort. C'est vrai que c'est pas l'auteur le plus rigolo, dans le sens où mais, c'est sa gravité n'est pas non plus, pachydermique. On est dans quelque chose qui soit extrêmement juste. Il y a très souvent des relations ratées chez Vuitton. On s'eff on s'effleure, on se frôle, il y a des malentendus et qui sont très, très justes. Donc il joue sur une ambiguïté qui est, très, très bien distillée, là aussi, à travers un style graphique qui évolue suivant l'œuvre. Le trait est parfois plus jeté ou parfois la couleur, plus posée. Des fictions aussi, des fictions, des romances avec Lucie Brion qui avait fait une entrée très remarquée avec Voleuse, heu, récit aussi hem, de jeunes femmes qui cherchent l'amour et c'est assez marrant parce que, son histoire de voleuse qui dérobe, elle ne cherche pas forcément à dérober un objet mais, l'attention, heu, de l'être aimé.
Et après, dans Happy Ending, on retrouve plein de petites histoires courtes, variées, qui m'a fait penser justement à Corps sonore de Gilles Marot, qui reprend là aussi plein, une myrielle de personnages. Chez Brion, le style graphique, lui, s'inspire aussi bien de Miyazaki que de la bande dessinée franco-belge. Donc là aussi, une grande disparité dans les dessins, une sensibilité extrêmement large. Quelques initiatives éditoriales. La revue lancée en 2015, LGBT, qui est une revue de bande dessinée, bon, c'est plutôt explicite, mais qui est entièrement de la bande dessinée queer. Alors qu'il n'y a pas, évidemment, hein, c'est pas le réseau de distribution est moins large, et puis les publications sont quand même moins nombreuses, mais vous n'hésitez pas à aller sur Facebook. L'association est toujours active et vous pouvez toujours trouver les publications. Un autre tout petit éditeur, mais qui a beaucoup de cœur, ce sont les éditions des Trois Canards, qui proposent donc des bandes dessinées sous format webcomics ou de la publication sous forme d'album. Et là aussi, l'idée, c'est de publier pour des enfants, pour des jeunes, pour des adultes évidemment, mais tous les publics, ne pas isoler un public ou ne pas porter la question des droits LGBT seulement pour un public adulte ou responsable, mais au contraire de euh, un peu dédramatiser pour accepter plus simplement les sensibilités de chacun. Il y a aussi beaucoup d'essais, dessinés notamment. Il y a tout un webcomics qui est disponible sur leur site, sur les, personnalités TERF, les personnalités, féministes anti-trans. Donc ils expliquent comment on en est arrivé là, pourquoi, et la bande dessinée est assez bien faite et une collection de traduction, là aussi de genre, c'est Bliss, qui nous propose une collection, de bandes dessinées LGBT qui, là aussi, touche tous les publics. La grande force de, cette collection, c'est de pouvoir s'adresser à des enfants, des young, c'est-à-dire des jeunes adultes et des publics adultes. On reviendra notamment, sur le travail de Kionid, mais pas que, qui est une artiste, néo-zélandaise. C'est néo? Nouvello-zélandaise? On s'en fout, vous avez compris. Néo, hein, c'est mieux. Hem Et puis là, je vois, j'ai pas lu le tome 2 de Cosmonite, ça me tarde un peu. C'est vachement drôle, c'est des princesses, en mode SF, où il y a des espèces de combats comme ça, des joutes hyper violentes et pour essayer de dérober la princesse, en gros, du tournoi d'après et puis, on se rend compte que c'est, des filles qui se font passer en chevaliers pour pouvoir, délivrer les princesses un peu, et il y a là aussi beaucoup d'humour et on est dans un récit de genre qui est très, organique, très naturel, très fluide à lire et bon, il y aura plein d'autres séries, on reviendra évidemment dessus. Une thématique qu'on retrouve dans les bandes dessinées LGBT et qui est parfois un passage aussi, pour beaucoup de personnes qui recherchent leur identité, heu, de genre, c'est lorsqu'on fait du cross-dressing, c'est-à-dire s'habiller dans un genre qui n'est pas forcément le sien, enfin qui n'est pas le sien, forcément, pardon. Alors ça peut être d'une manière, un peu frontale, comme Le Prince et la couturière au mauvais genre de Chloé Cruchotto, ou ça peut être d'une manière plus allégorique avec, Podum, évidemment de Hubert et Zanzime. Podum, il avait eu énormément, de presse, énormément aussi, de visibilité. C'est un ouvrage qui a même eu droit à une pièce de théâtre. Je ne sais pas si vous avez vu la pièce de théâtre, Podum avec, Laure Calamy, dans le rôle du personnage et puis là, on voit la planche où justement pour, celles et ceux qui n'auraient pas, feuilleté l'album, l'histoire d'une jeune femme à qui on promet un mariage. Elle est effrayée à l'idée de se retrouver, dans les bras, d'un homme. D'ailleurs, elle ne sait pas vraiment, ce qu'elle doit attendre, d'une présence masculine ou même d'un contact masculin et sa tante lui dit que dans la famille, ils se font passer une peau d'homme, c'est-à-dire une espèce de costume qui nous transforme et qui permet, justement d'aller visiter, l'autre camp, on va dire. Hem Et en fait, c'est plus qu'une transformation, ça va être une révélation évidemment, pour l'héroïne qui va découvrir, le but c'est pas de découvrir qui sont les hommes, mais de se découvrir elle-même. C'est pas un spoil, hein, vous pouvez lire l'album, hein, il y a plein d'ailleurs, je me souviens même pas de la fin. C'est ce que je me suis dit, hier, je me souviens plus si elle reste, ou pas dans la peau. Comme ça vous fera un bon,
Voilà, ça c'est le deuxième conseil des libraires. Vous commencez à raconter l'histoire, vous arrêtez mi-chemin, vous dites: «Je crois que c'est bien à la fin, mais vous me direz». Parmi les artistes aussi d'aujourd'hui, je pense à Gaël Greninet qui, nous présente un récit aussi d'identité et de transformation à travers Le Jardin. L'histoire d'un jeune garçon élevé dans un cabaret et qui va au contact justement de l'art, de la danse et de la scène. Heu, Là aussi, mettre un costume qui va se révéler lui-même. Gaël Grenier avait fait aussi l'histoire de son un titre jeunesse avec, Les Fleurs d'eau? Ouais, c'est ça, exactement, Grand Frère, avec un garçon fleur qui était un ouvrage qui explorait aussi la différence et le regard des autres avec, la dynamique aussi des 2 frères et tout qui sont dans une protection qui était, très, très intéressante. Cet ouvrage donc Le Jardin m'a fait penser à aussi un autre ouvrage qui explore l'art comme étant révélateur d'identité, c'est aux éditions Edola, c'est, Prelude of a Queen, alors c'est pas une bande dessinée stricto sensu, c'est plutôt un conte, musical dont vous pourrez retrouver, je vous ai mis le lien et tout, toute la gamme, et puis l'éditeur Edola et notamment, Delphine Rieu qui a réalisé, Prelude of a Queen sera en dédicace donc vous n'hésitez pas, hein. Là aussi, c'est, l'évocation par l'art et par le graphisme d'une, transmutation et d'une révélation, alors qui passe souvent par un symbolisme animal, mais ça, c'est parce que notre identité, totémique revêt souvent un animal, hein. C'est pas forcément qu'une question de, sensibilité, c'est aussi une question tout simplement de notre cerveau humain est fait comme ça. Je vous présente quelques chroniques aussi engagées jeunesse-ado, hem, parce que ça fait partie, là aussi de la richesse d'une offre et d'un rayon qu'on peut avoir, de pouvoir proposer des récits, à des jeunes lecteurs, lectrices. J'ai plusieurs questions aussi pour vous, notamment sur le fait, d'avoir un rayon et le fait qu'on donne des conseils à des parents. Est-ce que si vous voyez que même une jeune fille ou un jeune garçon, est-ce que vous allez lui conseiller facilement Heartstopper, quelle que soit aussi, sa sexualité ou son identité? Est-ce que, ça on discutera aussi de l'accessibilité, des récits LGBT à le grand public. Parce que Heartstopper, c'est un succès absolu mondial, une adaptation sur Netflix et son public est largement composé de, plusieurs sensibilités, plusieurs, identités différentes. Ne s'est pas enfermé. Des récits qui nous présentent par exemple de la SF avec Hourglass ou, de la chronique de vie avec Le Cercle des Dragons qui nous, heu, présentent des personnages qui soient trans, mais dont, le sujet n'est pas forcément, déjà ni porteur de polémique, ni porteur, d'une imagerie, négative, mais non plus d'une imagerie surpositive. On est dans un récit qui essaie de trouver une justesse avec des personnages de fiction, évidemment, mais qui cesse de créer cet effet un peu de comme je vous ai dit, de jetons, de personnages qui soient un peu là comme une caution. Dans votre rayon non-fiction, vous pouvez mettre évidemment beaucoup, beaucoup de titres qui existent. Alors parfois, là aussi, on pourra, critiquer ou non, mais heu, vous savez comment ça marche quand même, parfois les éditeurs, surtout les gros éditeurs mainstream, lorsqu'un sujet est à la mode, ont tendance à multiplier, voire surmultiplier les publications, parfois pas toujours avec une grande finesse ni une sensibilité. Néanmoins, j'ai essayé de prendre des récits qui soient, un peu emblématiques, que ça soit, le dessinateur Pochep. C'est intéressant parce que Pochep, il illustre plutôt, chez Flux Glacial et c'est enfin, c'est l'un des rares dessinateurs chez Flux Glacial, qui soit ouvertement, homo et qui l'exprime à travers sa bande dessinée et je trouve que c'était, un auteur très bien choisi parce que très souvent dans ses petites histoires, il s'est toujours intéressé au l'histoire des, communautés et des résistances, queer. Du côté de l'Angleterre, on a A Pig Story de Kate Charlesworth, qui là aussi est un ouvrage très important et qui mixe, toutes sortes aussi de graphismes, que ça soit le photoréalisme, le collage, le détournement et qui va nous raconter là aussi, l'histoire de l'Angleterre queer avec notamment toutes ces phases de répression très, très fortes et comment alors il y a quelque chose qui est très, qu'on retrouve en commun dans beaucoup d'œuvres, c'est souvent quand ce sont des biographies, les artistes qui nous révèlent comment ils ont eu un déclic sur leur qui ils sont
et c'est souvent ça peut être un poster, ça peut être une œuvre, ça peut être, une bande dessinée qui va être révélateur, heu, notamment dans Girlfriend et on va parler de Danish Girl, de films ou des choses comme ça qui sont pourtant on pourrait croire des choses qui pourraient être, un peu évidentes là et qui ne va pas résonner pareil, chez tout le monde. Au pays des vrais hommes, on est pendant la Seconde Guerre mondiale en Italie et l'Italie véhicule cette image macho, qui ne peut avoir que des vrais hommes, c'est-à-dire pas des hommes, homo évidemment et c'est donc le destin, très caché. Là aussi, on est plutôt dans un récit sombre, sur évidemment, les années, fascistes et puisqu'on est en bande dessinée historique, hors la loi, l'histoire d'un cow-boy transgenre, qui est un chouette ouvrage qui nous présente là aussi une personnalité, différente, heu, pas franchement positive, voire même, je pense que c'est l'une des pires ordures de l'Ouest, mais avec beaucoup de cœur et un personnage donc de cow-boy, né femme, mais qui accepte pas son identité, qui va porter des vêtements masculins, mais ça va pas s'arrêter là. Elle va commencer la boxe. Elle va être l'une des plus grosses boxeuses de l'Ouest. Elle va mettre des raclées et des raclées à tous les boxeurs, masculins. Elle va créer des arnaques absolument, pas possibles, et quand la loi mettra la main sur elle, elle va pas hésiter à jouer de son ambiguïté aux yeux de la société pour échapper à la justice. Donc c'est aussi, hem, intéressant de voir que c'est pas du tout un personnage roublard qui est roublard forcément par malice, mais par nécessité aussi de survivre et c'est un ouvrage qui a, je trouve, une très, très forte, sentiment de liberté. Donc évidemment, cette illustration, c'est à l'antithèse de tout ce que je viens de dire parce que c'est, le pire conseil que va recevoir, ce qu'il faut, c'est savoir qui on est, s'en tenir. Pas vraiment. Puisqu'on est dans les documentaires, je voulais vous parler de quelques témoignages, intimes. Alors les témoignages, forcément, c'est plutôt je ou c'est plutôt du il, c'est-à-dire c'est souvent l'illustrateur qui va reprendre les propos, du scénariste. Ça peut être, Élodie Durand, ça peut être, des scénaristes qui vont remettre leur histoire à illustrer ou parfois des histoires, personnelles comme celle de Maya Kobab aux États-Unis, La lesbienne invisible, illustrée par Sandrine Revel et puis, ah oui, j'ai Élodie Durand avec Transition était c'est vrai que ça a été un ouvrage très, très, remarqué, à sa sortie et qui a été l'un des, hem, 1ers ouvrages, je dirais, chez un gros éditeur à vouloir aborder la question de la, transidentité. Chinese Queer nous présente donc là aussi, on peut avoir des images arrêtées sur la politique, moraliste, chinoise et découvrir qu'en fait, il est complètement aussi possible de fleurir, de s'épanouir, dans ce qu'on moi je pensais une société beaucoup plus, fermée, mais, c'est une belle histoire. Enfin, non, c'est pas tellement une belle histoire d'amour puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de, désœuvrement et de nihilisme dans Chinese Queer, mais bon, ça c'est dû aussi à la sensibilité de son auteur, mais c'est un très bel ouvrage. Absolument absent de toute forme de cynisme, et au contraire, un des ouvrages qui célèbre le plus l'amour, l'acceptation et le partage, c'est Girlfriend, de Sarah Soler, avec un style graphique très, qu'on verrait très bien en sous forme de film d'animation ou du moins des il y a que les yeux noirs de la personnage qui me font un peu flipper, j'avoue. C'est le seul truc qui m'a mis, mais bon, ça c'est moi, hein, après chacun son ressenti. L'histoire en tout cas, elle m'a beaucoup interpellé, je l'ai trouvée très, très belle. Hem, donc notre, dessinatrice est en couple avec un couple hétéro, a priori et puis son compagnon, une fois justement, va voir Danish Girl et puis, on ressort vraiment chamboulé, de l'expérience et se révèle, quelque chose qui s'était masqué pendant des années, à savoir qu'il il sent qu'il est une femme et qu'il a besoin de faire donc sa transition, mais au début, sa compagne, donc notre héroïne, la regarde en un peu, «Tu es sûr?» et puis, c'est là où on voit effectivement ce qui est très beau, ce parcours entre hésitation, acceptation des autres et écouter sa propre voix intérieure
Et donc au début, ça sera: «Non, je suis pas sûr» et puis en fait, son identité va éclore un peu plus tard dans le récit et puis notre héroïne, enfin du moins notre narratrice, de se dire la question: «Mais maintenant je sors avec une femme, donc je suis lesbienne» et de se rendre compte, elle aussi finalement, elle n'est pas, l'identité n'est pas le genre qu'elle pensait être, mais plutôt qui évolue grâce à son amour, à son attachement à une personne en particulier. Donc c'est un beau récit. Bon, je vous ai un peu pourri l'intrigue, j'avoue, c'est un peu tout raconté, mais c'est pas tant la dessinée, ça, c'est à la limite, c'est très pas généré ce que je dis, mais c'est très simple. C'est vraiment dans les procédés graphiques et dans sa manière de raconter, heu Sarah, elle se cache pas, elle est hyper geek. Donc du coup, il y a des références à Zelda, au Seigneur des Anneaux, à plein de trucs, qui fait partie aussi de la culture, d'aujourd'hui et qui crée, moi je trouve une dédramatisation, quelque chose de beaucoup plus accessible, de beaucoup plus, là aussi très naturel, à lire, d'une belle histoire d'amour. Une autre histoire m'a beaucoup interpellé, c'est la troisième personne. La troisième personne, ça m'a interpellé déjà quand je l'ai vu arriver en librairie. Un livre en noir et blanc de 900 pages à 40 €. On se dit: «Mais qui va l'acheter? Qui va le lire en tant que libraire?» Le doute est légitime. On dit: «Mais c'est un gros pavé» et puis vos clients, quand ils commencent à feuilleter le dessin, ils vous regardent comme ça en disant: «C'est pas c'est pas beau». Bon, OK. Et puis en fait, évidemment, c'est moi je trouve c'est un ouvrage qui a un trésor un peu caché et qui va en plus justifier toute sa forme et sa volonté. Bon, le fait que ça soit un seul tome de 900 pages, c'est bien parce que quand on le lit, ça nous muscle les avant-bras. Donc ça nous fait faire le sport de la journée. C'est très intéressant. Vous évitez juste de le lire si vous êtes allongé comme ça parce que si vous tombe dessus, vous allez dormir trop longtemps. Mais c'est pas, que ça soit un bottin, ce qui est intéressant, c'est son histoire. Emma Grove raconte sa propre histoire. Elle nous raconte l'histoire de Toby, au début, qui, hem, fait une démarche pour faire une transition et dans, les rendez-vous, on doit passer, par une analyse, psychiatrique et donc elle va voir un psy et non, pardon, Toby, c'est le nom du psy. J'ai oublié le nom du bon, pardon, on s'en fout. Le psy se rend compte que, la personne qu'elle a sur le divan n'est pas exactement toujours la même personne, puisque, Emma souffre, de troubles de personnalité multiples et donc en fait, s'enchaînent sur le divan, notre personnage, Tabitha et puis des fois Emma et donc ce qui est très, très fort, c'est que, l'autrice en fait va, hem jouer de multiples identités sans aucun dispositif graphique. Vous avez une page où vous avez 2 fois la même page, 2 fois le même rendez-vous avec la même personne, mais vous savez qu'en lisant, c'est pas la même personne sur le divan et c'est fascinant à lire. C'est fascinant parce que, votre cerveau, il remet les pièces comme un puzzle et il y a en plus d'avoir quelque chose de fascinant, sur cette personnalité qu'on veut découvrir, qu'on veut aimer et qu'on veut protéger, il y a presque un suspense. Et puis ce psy, plus ça va aller, moins ça va aller. Et donc on a l'une des expériences psychiatriques les plus dingos, et que je ne souhaite véritablement à personne, heu, pour vivre. Le style graphique, maintenant que vos clients vont un peu râler ou vos usagers vont dire: «Oh là là, c'est pas fini le dessin», en fait, répond à une volonté artistique. Emma Grove dessine extrêmement bien, elle est même animatrice Disney. Elle a fait ses preuves, il y a aucun problème, mais elle a raconté que quand elle a fait notamment à la fin, il y a un petit making of. Elle raconte que lorsqu'elle a commencé son journal, c'était très dur puisqu'avec ses personnalités multiples, elle a des trous, de pouvoir tout reprendre, dans l'ordre ni chronologique et l'exactitude même, des événements déroulés. Donc du coup, ce dessin-là lui permet de faire ce qu'elle appelle de l'écriture automatique, à la manière un peu de l'Oulipo, c'est-à-dire d'être au plus proche de l'inconscient avec le dessin hem, le plus jeté, le plus rapide possible. Donc elle explique que en fait, ça ressemble à ces croquis qu'elle fait dans l'animation. C'est pour ça que même sur la couverture, hein, on voit presque les lignes de démarcation là derrière la derrière le visage et tout, qui sont vraiment des comme un rough d'animation, un dessin très, heu, pas qui ne soit pas fini, mais qui répond à une urgence de retracer sa mémoire. C'est vrai que j'aurais pu le dire, mais c'est presque un tour par rapport au journal de Fabrice No, qui là aussi est un énorme travail de mémoire, hein, à essayer de retrouver ce qu'on a fait, le 12 décembre il y a 10 ans.
c'est pas toujours évident, donc surtout quand en plus on a eu, des troubles ou des, mentaux très forts donc elle va et ce qui est très, très fort dans ce récit, c'est qu'on voit aussi l'issue. C'est ça qui est formidable. Il y a une belle conclusion, il y a quelque chose qui soit, heu, alors exigeant, oui. Alors moi, je le conseille en plus de le lire en une fois. Vous prenez, 2 heures de comme un film, hein, et puis vous vous embarquez dans une lecture qui est, passionnante et qui est, assez, vertigineuse. J'aimerais, me déplacer du côté de l'Asie, puisque comme on a, la chance d'avoir, Éléonore Dujardin, qui travaille dans le milieu du manga, elle parlait aussi de la représentation de la bande dessinée, asiatique sur les personnages, LGBT ou trans. En France, on a découvert effectivement, enfin moi du moins, j'ai découvert, peut-être que vous aussi en mangeant vos bols de céréales devant le club Dorothée, des personnages qui ne soient pas forcément les personnages qu'on pouvait lire dans Spirou ou Tintin, qui est une image effectivement, d'hommes, plutôt androgynes. Je pense à, dans Saint Seiya, je pense à vous vous souvenez de, Lucie l'amour et rock'n'roll? Ou c'est moi qui suis vieux? Bon, ça va? Qui nous présente là aussi, pas que le glam rock le plus improbable du monde, mais aussi, des personnages qui sont dans des postures, androgynes, troubles, mais qui, dans l'art du récit, ne sont jamais remarqués. Il y a c'est ce qui est intéressant, c'est que ces personnalités sont véritablement souvent des fantasmes, féminins, qui sont là aussi pour donner une différente sensibilité aux personnages masculins. Rumiko Takahashi, quand elle fait Ranma 1/2, elle nous présente un personnage, masculin qui, au contact de l'eau, devient une jeune fille. Le gros écueil avec, Rumiko, parce que c'est quand même une artiste, indispensable et qui apportera aussi une belle image de la femme, c'est que là, par contre, l'image de la femme est quand même pas top dans Ranma 1/2. On nous présente notamment quand il se transforme en femme, on dit qu'il est beaucoup plus faible et ça, c'est très gênant aussi à voir que sa féminité pourrait être, comme un boulet à son physique. Et souvent, là aussi, c'est une question de malentendu, romantique, qui joue sur une image parfois, un peu gênante, de garçon-fille. Donc c'est, un ouvrage aussi, on peut dire ancré dans son époque, les années 90, mais c'est pas forcément une excuse aussi. Elle fera, je pense, elle-même, hein, des personnages beaucoup plus acceptables, enfin, beaucoup avec un relief beaucoup plus intéressant, pour l'image de la femme. Parmi les personnages, donc je parlais de cross-dressing et je parlais, de revêtir la peau de l'autre, Osamu Tezuka, dans les années 60, va proposer le personnage de Princesse Saphir, comme étant un personnage féminin qui doit se grimer en homme pour être accepté dans sa société. Sauf que Tezuka, en fait, évacue très vite toutes les, questions véritablement d'identité ou ou de troubles ou même romantiques pour nous présenter avant tout une esthétique très Disney. On est vraiment beaucoup plus proche des contes avec quelque chose d'un peu plus insensible et cette œuvre, elle va beaucoup marquer les lectrices japonaises puisque c'est l'une des œuvres aussi qui est pensée pour les jeunes lectrices, mais beaucoup vont réagir et beaucoup quand elles vont commencer à avoir, du talent dans les doigts, vont essayer de faire, mieux et c'est le cas de, Rieko Ikeda, avec La Rose de Versailles qui est une réponse en fait à Princesse Saphir mais Ikeda, lorsqu'elle a fait, elle a dit: «Mais Tezuka, c'est très bien, mais c'est encore un homme qui doit nous apprendre à aimer» et bof, quoi. Donc moi, je préférerais, incarner, le cœur comme ça, comme elle dit, incandescent, des femmes et son personnage, là aussi, heu, est un personnage très emblématique, repris en film, en série et qui continue d'être un classique, de la bande dessinée. Je vous ai mis là, pardon, hein, c'est mon petit plaisir à moi, mais je vous ai mis la couverture, la première couverture de Kana parce que c'est l'une des couvertures les plus kitsch du monde du manga, qui ait jamais été faite quand même, le Palais des Glaces, avec un personnage manga, la typo, tout est un chef-d'œuvre de maquette absolue. Malheureusement, Kana va pas assumer cette image et va nous présenter maintenant, la Rose de Versailles, c'est en espèce de rose et noir. Vous savez c'est pas très alors que là, au moins, on est dans le kitsch, mais c'est très, très beau. Parfois effectivement, l'image, des personnages trans dans les mangas, sert aussi de relief, parfois comique, parfois grotesque et c'est toujours quelque chose d'un peu, régressif, ou
parfois de personnages qui soient un trouble sentimental pour notre héros. Je pense à Family Compo de Tsukasa Ojo, dont vous connaissez probablement Cat Size ou City Hunter, qui nous présente un récit où c'est un jeune garçon qui doit habiter chez sa tante et son oncle, sauf que quand il arrive chez eux, chez les Wakane, vous voyez, le mari et la femme avaient échangé leur place. Son oncle, c'était plus Sora, mais c'est Yukari. Et sa cousine, avec qui il a un flirt, bon, OK. Il ne sait pas de quel genre elle est et ça lui pose beaucoup de problèmes. Alors que bon, la solution lui est: «Beh, si tu la kiffes, point». Mais non, du coup, ça rejoue énormément sur un ressort de, si c'est, une fille, je peux l'aimer, si c'est un garçon, je ne peux pas l'aimer. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très, là aussi, très conservateur. Bon, en tout cas, ça, Saojo, de toute façon, c'est pas l'auteur heu, le plus, comment dire? Ouais, progressiste ou même, woke du monde. Je pense aussi à Stop Hibari-kun, qui nous présente là aussi la même, figure de personnage, de figure, féminine hem, qui est la quête romantique de notre héros, mais dont il ne connaît pas le genre, exact. Dans les années 2000, il y a un manga grand public qui va être célébré par les communautés LGBT, notamment la communauté trans, parce que ces personnages sont très inspirants. C'est Full Metal Alchemist, qui n'est pas forcément pensé comme étant un manga directement adressé aux cultures LGBT, mais à toutes les sensibilités du monde. Mais le fait qu'en fait les personnages soient désincarnés et qui soient quand même eux-mêmes, et notamment le personnage donc d'Alphonse qui est, le petit frère de Edward qui vit, dépossédé de son corps, qui est obligé de vivre dans une armure, va révéler beaucoup, de son cœur, beaucoup de qui il est et beaucoup d'humanité, en étant justement désincarné, et c'est un personnage qui va beaucoup, beaucoup inspirer, notamment, des adolescentes ou des adolescents à retrouver leur identité. Il y a aussi le personnage de Envy qui nous présente un personnage androgyne comme on voit très souvent, dans les mangas, mais là aussi c'est un personnage plutôt négatif, c'est un grand méchant, et donc on a beaucoup parfois dans les mangas des personnages comme ça de méchants qui soient androgynes, pour créer, ce côté de trouble un peu exagéré par les mangaka. Il y a un genre qui est évidemment connu, c'est le shonen ai que j'ai décliné en yaoi, c'est-à-dire, bon, c'est toutes les catégories de récits, créés souvent par des femmes qui mettent en scène des personnages principalement masculins, dans des relations romantiques, voire torrides, mais qui sont à destination de public féminin. Il y a un manga que j'aime beaucoup, c'est L'infirmerie après les cours, qui malgré son titre est pas du tout sulfureux. Qui est un ouvrage, sur une infirmerie un peu spéciale où les élèves vont se reposer, et quand ils se reposent, ils font un rêve, et dans ce rêve, ils se retrouvent dans un monde où, en fait, ils ont leur vrai moi qui est incarné sous forme, alors il y a un chevalier, il y a un garçon qui a des roses tout autour de lui parce que, c'est le syndrome de l'Hérisson, et cetera, et cetera. Donc ils se révèlent à travers cette infirmerie, et quand ils sortent de leur rêve identitaire, quand ils remettent pied sur la réalité comme ça, ils se redéfinissent un peu. C'est très allégorique, mais c'est subtilement fait, et j'aime beaucoup en plus le dessin de l'autrice. Qu'est-ce que je vous ai mis comme exemple? Boys Run the Riot, plus récent, qui nous présente un personnage là aussi, trans, mais qui soit aussi pensé comme dans la société, qui ne soit pas forcément mis, en décalage, ou qui ne soit pas, toute la question de manga ne tourne pas autour de son identité. Et à la droite, c'est beaucoup plus cochon, et notamment le dernier en bas à droite, c'était aussi pour montrer une grande diversité, mais vous rappeler que c'est finalement pas des mangas qui soient tellement lus dans les communautés LGBT, parce que c'est souvent des, fantasmes hétéros pour des lectrices, hétéros. Le genre qui s'adresse déjà à un public, plus gai, c'est ce qu'on appelle le yuri, notamment, illustré par Kiriko Nananen, qui avec Blue nous présente, là aussi un récit très, comme je vous disais avec Tilly Walden, qui joue énormément de l'épure et de l'abstraction, voire même de la confusion.
c'est-à-dire que l'héroïne, au début, va se couper les cheveux exactement comme son crush et au bout d'un moment, on va plus savoir qui est qui, mais ça fait aussi partie de cette espèce d'amour comme ça fusionnel, pour ne faire plus qu'un. Un énorme jeu sur là aussi, sur le regard, sur le vide et sur les plans. Blue a été adapté en film, mais c'est vraiment, sous sa forme de manga que je vous conseille à le lire. C'est un seul tome, très, très bien dessiné qui était dans la collection Saka. Plus moderne, on a les, récits, de Kabi Nagata, qui, moi je trouve, fait preuve d'une sincérité assez, rafraîchissante dans le milieu du manga. C'est-à-dire que véritablement, elle nous parle surtout de ses, problèmes mentaux, de son alcoolisme, du fait que, elle est lesbienne, mais elle est vierge. Donc à un moment, beh, elle veut affirmer aussi, son identité en passant par un acte, sexuel. Elle va embaucher, une prostituée, elle boit beaucoup, elle fait beaucoup de dépression et donc c'est comment dire? C'est très rare que comme ça, je trouve, une artiste japonaise ou un artiste, se livre avec autant de sincérité. Son dessin d'ailleurs est à l'image de son identité comme ça très, très brute, qui est absolument pas du tout, ni dans une forme d'érotisation, ni dans une forme presque de complaisance. On est presque dans de on le voit, quelqu'un qui est écorché vive et qui vous le dessine au visage et c'est très beau aussi, parce qu'évidemment, heu il y a les nuages, mais il va y avoir le soleil au bout d'un moment dans ces mangas. Donc, comment elle arrive à se libérer. Un auteur qui est, assez connu dans les communautés LGBT au Japon et qui a, su toucher le grand public, c'est Gengoro Tagame, avec Le mari de mon frère. Là aussi adapté en film, donc vous avez un petit extrait qui est l'histoire c'est un peu compliqué. C'est Mike qui vient du Canada, il va voir sa nièce parce qu'il était l'ancien mari du frère bon bref, donc du coup ça fait sous une maison japonaise, un homme qui soit étranger et homo avec, un homme qui est lui hétéro et sa nièce, c'est un Bronx, non sa fille, c'est un bon sa nièce. Du coup ça c'est surtout un manga sur le regard des autres et notamment quand, ce couple d'hommes vont faire des tâches, heu, domestiques, aller faire les courses ou porter même la fille à l'école, c'est le regard des autres qui interroge. C'est parfois fait, je trouve, avec une énorme naïveté. Parfois quelque chose d'un peu d'un peu hyper doux. Je vous dis ça parce qu'en fait, Tagami, il est quand même connu, aussi pour ses mangas beaucoup plus, voire pornographiques, voire rentre dedans, de ce qu'on appelle le bara. Le bara, ça veut dire rose et lui, il est plutôt, dans une imagerie très, alors peut-être qu'il plairait à Fabrice No aussi, parce qu'il aime aussi les gars hyper bâtis et tout, mais ou même à Tom de Finlande, parce qu'il fait souvent des mangas très, très porno avec des tubs partout et tout. Heu, donc c'est presque étonnant de le voir venu à un public à un du grand public. Du coup, j'ai profité, des ouvrages de, Tagame, qui soit Bara, pour vous présenter aussi une compilation, chez, Dynamite, d'ouvrages, qui met en scène des personnages plutôt bers. C'est des personnages costauds, plutôt, barbus et qui expriment un peu, comme je vous ai dit, comme Tom of Finland, une hyper virilité, mais c'est une sensibilité parmi, plein de courants. Le plus mauvais contre-exemple qu'on peut trouver dans le manga, notamment sur les personnages trans, mais pourquoi j'ai mis cette diapo? Tant pis pour moi, hein, fallait assumer. C'est les futanari, des personnages féminins dotés, d'organes génitaux masculins, mais qui, comme un peu en fait avec les shonen ai, s'adressent à des publics masculins. C'est c'est assez étonnant, dans la réception. Heu, Ça m'a fait penser notamment aussi, on a dans la bande dessinée érotique à Badalzini, l'auteur italien qui met en scène des personnages, féminins, mais là aussi à une destination de public masculin. Donc on n'est pas vraiment, beh, dans notre sujet, hein. On est dans enfin, on l'est des ma non, mais ce qui est intéressant, c'est le travail du corps aussi, le travail du dessin en corps et de se dire: «Mais pourquoi essayer de sexualiser à destination de ce public-là?» Ça fait aussi partie des thématiques. Enfin, on discutait avec nos échanges de mails avec Éléonore et elle me parlait parfois aussi d'ouvrages trans qui ne soient pas forcément, heu,
non pas des bons élèves, mais qui ont pas toujours la visée qu'ils essayent de prouver et notamment de réduire, l'identité des personnes transgenres à un simple enfin pas un simple, à une multitude, d'actes chirurgicaux, qui passent par une douleur, qui passent par une transformation, organique. Alors que, ce qui compte, c'est surtout, une affirmation plutôt d'identité, pas une transformation. On n'est pas, on est presque parfois dans du manga, notamment avec, Devenir enfin soi-même, presque sensationnaliste, de nous expliquer, tous les actes chirurgicaux. Alors on est, bon, l'autrice, elle va un peu loin quand même parce qu'elle nous explique tous les menus qu'elle va manger, avant, les opérations, avant tout ça et tout. C'est une espèce de journal un peu froid, un peu détaillé qui à la fin, vous avez plein de termes techniques, mais du coup, vous n'avez pas l'impression d'avoir eu un voyage, d'un être humain, un voyage émotionnel. Donc là, sur la planche, elle nous explique son opération avec des tofus et la scène, elle est un peu bizarre parce qu'elle explique notamment quand, elle va expliquer hem, sa transformation, quand elle l'explique à ses amis hétéros, ils sont toujours très, très effrayés et donc elle explique pourquoi ils sont effrayés à travers une scène, hem, d'allégorie un peu, voilà, comme je vous ai dit, sensationnaliste, pas forcément très, 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 délicate. Parce qu'en fait, ce que j'en retiens moi quand je l'ai lu, c'est qu'il y a beaucoup de chemins différents aussi pour les personnes transgenres. Il n'y a pas une seule voie, il n'y a pas qu'une seule manière d'être, une seule manière de faire. Il n'y a pas, ce n'est pas un acte chirurgical, c'est un chemin, qui est, différent aussi suivant chaque individu et des fois de normaliser, de montrer, le bistouri pour expliquer qui sont les personnages transgenres, c'est franchement pas la meilleure définition. 2 mangas populaires qui sont sur notre sujet et qui a notamment, qui est dans le prix Minami, actuellement, qui est, si vous êtes dans les bibliothèques, c'est le prix manga en Charente et notamment qui met en avant She Wasn't a Guy, qui est une romance qui nous présente une jeune, fille qui va chez un disquaire et qui tombe, un peu amoureux du disquaire mystérieux qui porte un masque et qui a toujours des conseils très, très cool et puis elle va se rendre compte que c'est une camarade de classe. Donc du coup, beh, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va assumer son crush? Est-ce qu'elle va, ne l'aimer que si, heu, porte le masque? Donc c'est toute une allégorie sur, le masque, mmh, c'est marrant parce qu'avant on aurait mis un loup chez Tezuka ou, on aurait fait un costume et tout. Là, on a juste un masque, pour faire une démarcation, entre le genre. Le style graphique, là, est en toujours reteinté de vert. Vient du webcomics et puis, Shuzo, Oshimi qui est, le mangaka derrière L'intimité de Marie, qui se présente comme un mangaka, asexuel, essaye dans ses mangas de créer là aussi des définitions, sur le genre, mais nous présente un personnage, trans un peu vénéneux, un peu étrange. On retrouve dans un collège, un trio amoureux comme dans quasiment tous les shoujo mangas et puis, les personnages se séparent et le retour au lycée, son camarade de classe est devenu Alice et lui exprime très, très directement que, son intérêt amoureux est pour lui et lui, il est troublé donc on suit ce trouble. Ce qui est intéressant, bon, c'est de voir aussi un personnage trans qui soit en pouvoir dans la romance, qui du coup est aussi le moteur, de l'action. Ça, c'était parmi un peu toutes mes lectures. J'avais une dernière question à vous poser, une question, plus professionnelle. Alors qu'elle soit en librairie ou qu'elle soit en bibliothèque, hein, heu, mais on se pose toujours la question, alors là, c'est, Maëlys Pascual qui est donc, à la librairie Crazy Cat à Bordeaux, qui a un rayon LGBT qui est, délimité et marqué. Donc ma question, c'est: avez-vous des rayons spécialisés LGBT, culture queer? En voulez-vous? Pensez-vous que c'est intelligent de faire un rayon spécifique? Au contraire, intégrer des œuvres, variées avec vos autres fonds? Mettre votre, rainbow flag derrière la caisse pour montrer peut-être aussi, votre support? Mais voilà, c'est, une question à chacun. Est-ce qu'il y a des libraires, parmi vous? Est-ce que vous avez des rayons, spécialisés ou c'est peut-être aussi des librairies engagées? Je dis ça parce que, chaque argument a aussi son
son raisonnement, d'identifier dans une librairie une section physiquement, incarnée va permettre aux lecteurs et lectrices de pouvoir aussi directement aller dans des sujets, mais ça va peut-être un peu créer, un effet hem, de on sort des autres livres, quelque chose qui soit pas forcément, très, très, qui mettrait, presque quelque chose de je voulais pas dire ghetto, mais je le dis quand même un peu parce que c'est parfois moi l'effet que j'ai, c'est quand on met un rayon de particulier et en même temps, c'est très utile, c'est très bien fait et je sais que Maëlys le fait avec beaucoup de sensibilité. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des autoristes dont vous voulez peut-être évoquer? Moi, j'ai oublié plein de choses, hein, parce qu'en 1 heure de temps, on peut pas. Dans les webtoons, il y a aussi Nouveau départ au pluriel de Sita, qui est une autrice française que je recommande beaucoup également. Ouais, merci parce que c'est vrai que j'ai un peu zappé tout ce qui était webtoon et webcomics alors que les communautés sont hyper actives, Tout à fait. que ça soit en original ou même en commandité. La romance marche énormément. Mmh. Heu, J'en ai pas parlé, tout simplement parce qu'on a beaucoup entre bibliothécaires et libraires, c'est pas toujours évident à capter du webcomics quand il n'est pas, édité sous format papier. Et quand il est édité sous format papier, c'est pas toujours heureux. Donc du coup, c'est vrai que c'est ma faute. Il y a Gradalis aussi de Kocheï, pareil, français. Gradalis et Nouveau départ au pluriel et c'est sur la plateforme Webtoon Naver. Tu as commencé en parlant de plafond de verre tout à l'heure et c'est vrai qu'on le ressent vraiment dans, le marché francophone. Si tu mets le manga à part, tout ce que tu as montré, c'est très blanc et enfin, voilà, ça vient de personnes blanches, ça parle de personnes blanches et ça c'est ce point de vue situé et donc c'est vrai qu'il manque, toute une vision, afrodescendante. Ou des publications, d'Amérique latine ou d'Inde ou donc moi j'ai des refs là-dessus, mais c'est vrai que la traduction sur le marché français est pas forcément non plus, celle-là. Mais là, tout de suite, les noms qui me viennent, en tout cas, de personnes qui sont pas traduites, qui sont vraiment, francophones de France, on a, Jean-Frédéric Connet qui fait, de la BD gay, qui peut être assez pornographique, mais pas que. Je pense à Reine, Dibussi aussi et à Laura Nsafou qui, en tant que scénariste de bande dessinée, introduit aussi, beaucoup de personnages, LGBT. Là, tout de suite, c'est ce qui me vient, mais c'était aussi pour faire un rappel par rapport à ce que tu as montré en parlant de plafond de verre. C'est que dans l'édition, déjà, on le sent en termes de présence, voilà, il manque des personnes racisées et donc évidemment, ça se ressent aussi dans les publications. Mais je pense aussi à Amruta Patil, qui est une autrice, indienne, qui a été traduite, en France, qui a beaucoup vécu à Angoulême d'ailleurs pour faire une résidence à la Maison des auteurs, qui a un ouvrage aussi à thématique lesbien, enfin, mais il y a toujours en effet ce plafond de verre. Je pensais à Lou Luby aussi, qui a fait La fille dans l'écran et puis, le dernier, j'ai oublié Racine, voilà, justement sur les personnages, afro-descendants, et il y a un autre ouvrage aussi qui moi que j'ai beaucoup aimé, que j'ai offert à ma fille qui est lesbienne, qui s'appelle Coming In, voilà. Du coup, en bande dessinée, qui est très chouette, il y a La montagne entre nous aussi, c'est l'histoire au départ de 2 jeunes filles, on sent qu'il y a un amour naissant entre elles. Elles doivent se, retrouver et en fait, elles se retrouvent jamais et c'est, une quarantaine d'années, plus tard qu'elles se revoient et qu'elles détricotent un peu l'histoire de, pourquoi elles se sont jamais retrouvées à cette époque-là et l'histoire est belle et le dessin aussi, c'est au traditionnel, au feutre à alcool et le dessin est vraiment très beau. Et en manga, en 3 tomes, il y a, Les fleurs se maquillent aussi. C'est, l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et en fait, on se rend compte que, ben, sa relation, elle était un peu nulle et que, là, elle, peut enfin explorer, qui elle est et l'élément déclencheur, c'est la rencontre, d'une femme dont elle va commencer à avoir un crush et c'est une histoire qui, explore qu'est-ce qu'on fait quand on a enfin, l'opportunité, de découvrir qui on est et peu importe l'âge? Oui, alors moi je voulais parler aussi de Mariko Tamaki, qui fait pas mal des romans surtout lesbiennes et et notamment, donc avec des personnages d'origine asiatique aux États-Unis et qui aussi fait maintenant des comics chez Marvel et qui donc vient introduire des personnages LGBT chez Marvel. Je trouve ça intéressant aussi.
Donc je pensais à 2 lectures que je viens de faire dans le cadre du comité de lecture du prix des petites cuillères. J'en profite pour placer donc le prix des petites cuillères, qui est le prix littéraire jeunesse, porté par le collectif des Dévalideuses, donc qui parle, voilà qui propose aux jeunes des ouvrages, qui traitent de validisme, et il y a souvent, le côté aussi LGBTQI, friendly, et donc j'ai lu récemment, Le Grand Projet, qui est un album pour, cycle 2 on va dire, cycle 2 début de cycle 3, donc voilà 6-8 ans, avec un enfant racisé dans une famille LGBT, voilà, sans que ce soit le centre de l'histoire, mais voilà, un enfant autiste. Donc voilà, c'est pour ça que nous, il est au prix des petites cuillères. Et hier, j'ai commencé, alors c'est pas tout à fait dans le thème, mais c'est proche, Numéro invalide, qui est un manga sur une jeune fille qui a une maladie qui fait qu'elle n'a pas de vagin, et donc c'est tout ce qu'elle va subir d'un point de vue, chirurgical, et c'est une lecture difficile, mais voilà, sur le côté, enfin, c'est pas une personne trans, mais voilà, finalement la chirurgie, ramène à ce côté-là, et c'est vraiment, voilà, une enfin, c'est une lecture difficile, quoi, mais voilà, c'est une lecture intéressante du point de vue chirurgie. Non, c'est ça, non, j'ai fait qu'un tome, et je me suis dit: «Je sais pas si je ferai les 2 autres», parce qu'en plus c'est une histoire vraie, et c'est vraiment Non, et un autre manga qui est vraiment cool, c'est en 4 tomes, c'est Éclat d'âme chez les éditions Akata, où au début on suit un jeune homme en fait, on découvre qu'il a vu du porno gay, et il va être dans une grande introspection, justement. Au début, ça commence très mal quand même, c'est assez dark, où ça part quand même sur une idée poétique, au niveau des planches, sur comment il est lui-même à l'intérieur, est-ce qu'ils sont un peu comme un alien ou un truc comme ça? Et en fait, je sais pas si c'est vraiment un collectif ou autre, où il est dans un endroit où il y a plein de personnes LGBT, en fait, de n'importe quel âge d'ailleurs. Genre, il y a un vieux petit pépé, il y a un petit, pépé, gay justement qui est adorable, où justement il va voir son mari à l'hôpital. Mais, vraiment on suit après plein de personnages, même un homme trans, où justement on voit, justement un proche qui n'assume pas encore sa transidentité, ou appuie dessus, et c'est horrible, et un couple de 2 femmes. Vraiment c'est très cool, et ça finit bien, ça va. Vite fait Blue Flag, même si c'est pas récent, voilà, et Colossal, webtoon, parce que c'est très drôle, c'est identité aussi de classe, enfin. Bonjour à tous. Moi, c'était une recommandation, comics de chez Glénat. C'est réalisé par Elsa Chartier, c'est The Infinite Loop. Elsa Chartier qui a bossé pour Marvel, DC Comics, qui a un style graphique très, Darwin Cook et Bruce Timm des Batman des années 90, et l'histoire, on est dans un univers, SF où les voyages temporels font partie du quotidien de la population, et le personnage principal est un agent qui permet de réparer en fait des failles temporelles. Seulement, il y a un jour où elle fait la rencontre d'une femme qui la perturbe dans son quotidien. Et c'est à partir de ces rencontres-là que tout va se chambouler dans son quotidien et dans les failles temporelles. Ça raconte l'acceptation de soi, l'histoire d'amour aussi. Et le fait est que l'imprévu peut amener autre chose que rentrer dans des cases. Donc je vous le conseille vivement. Elsa Chartier qui faisait partie aussi du collectif comics Love. Ben merci, beaucoup pour vos, recommandations, réflexions.